On lance environ 2000 ballons sondes à travers le monde chaque jour. Ces ballons jouent un rôle important en nous aidant à prédire et à contrôler le temps. Mais que se passerait-il si on pouvait lancer 10 000 ballons sondes par jour ou même 10 millions? C'est ce que la théorie des GEMS tente de découvrir. Les GEMS sont des MEMS à l'échelle mondiale. C'est un concept qui nécessite un immense réseau de sondes aériennes. L'idée est d'envoyer tous les jours au moins 10 000 de ces sondes microscopiques à partir d'avions, de plateformes stratosphériques ou de satellites. Tout comme les ballons météo, les sondes enregistrent les données météorologiques sur chaque kilomètre carré de la surface de la Terre et offrent une résolution incomparable. Les GEMS ont été imaginés avec une forme inspirée de la nature. On a pensé une graine d'érable ou de pissenlit de façon à ce qu'ils soient aérodynamiques et qu'ils aient une bonne flottabilité. Grâce aux millions de mesures renouvelées continuellement, la précision des images de notre atmosphère pourrait être multipliée par 1000. On a toutes les raisons d'être optimiste parce qu'avec l'augmentation du nombre de mesures dans l'atmosphère, on aura de meilleures prévisions météo. Il se pourrait également que les GEMS puissent agir sur la dynamique des nuages. Il s'agirait d'un ensemencement des nuages avec 1 million d'ordinateurs microscopiques. On pourrait très bien utiliser ces minuscules appareils comme noyaux de condensation et ensemencer les nuages comme avec les autres méthodes. Et si on va encore plus loin, on pourrait rendre ces appareils actifs. Ils permettraient ainsi d'introduire des perturbations dans de grandes parties de l'atmosphère pour modifier le temps. Mais si les GEMS sont plus lourds que l'air, que se passera-t-il quand ces millions de sondes tomberont sur Terre? Quand ces sondes retomberont, que ce soit dans l'eau ou sur la Terre, elles continueront à fournir des informations portant sur cette surface. Et si elles tombent dans nos assiettes ou dans nos cheveux? Étant donné la taille de ces appareils, le fait de les inhaler, de les avaler ou d'en avoir un dans l'œil ne sera pas différent d'une poussière ou d'une particule de l'atmosphère que vous pouvez absorber. Vous l'expulserez en vous mouchant, en toussant. Au vu de l'efficacité des nanotechnologies dans l'observation et les prévisions météorologiques, leur utilisation dans les opérations militaires n'est pas étonnante. Il y a plus de 50 ans, elle représentait déjà la nouvelle arme d'un arsenal secret. Par une nuit pluvieuse d'octobre 1947, un avion militaire américain largue un chargement secret dans le mur de l'œil d'un ouragan au large des côtes géorgiennes. Ce simple geste a-t-il pu dévier la direction d'un ouragan de 180 degrés et l'envoyer détruire la ville de Savannah? Si nous avons bel et bien un pouvoir sur la nature, quel prix faudra-t-il payer? Cette soif de pouvoir sur la nature remonte à la nuit des temps. Tout comme la relation entre le climat et la guerre. Pendant des siècles, les hommes ont cru que les guerres provoquaient la pluie. Les gens croyaient que les coups de canon provoquaient la pluie. L'autre théorie était que quand les hommes se battaient, ils transpiraient beaucoup et ça ajoutait de l'humidité dans l'air. Et cette humidité supplémentaire créait de la pluie. Étrangement, il existe bien une relation entre les guerres et la pluie, mais pas celle que les gens pensaient. Tout comme l'iodure d'argent, la fumée et la poussière qui s'élèvent au-dessus des champs de bataille sont une autre forme de noyau de condensation. Mais peut-on manipuler le temps à des fins militaires? De la défaite de Napoléon contre l'hiver russe à l'orage de Pearl Harbor ayant permis aux Japonais d'attaquer les Américains par surprise, le temps a souvent joué un rôle important sur les champs de bataille. Les militaires se sont toujours intéressés au temps. Les généraux ont toujours organisé leurs offensives en fonction des prévisions météo. Alors on pouvait se douter qu'ils n'allaient pas se contenter de prédire le temps, mais qu'ils chercheraient un jour un moyen de le manipuler. À
À l'aube de l'âge nucléaire, une nouvelle ère scientifique et une nouvelle vision du monde sont apparues. Dès le début de la guerre froide, on a commencé à se dire qu'on pouvait retourner la nature contre son ennemi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire neiger à longueur d'année en Russie. La guerre froide aurait bien mérité son nom. Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modification climatique. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan. Et à ce moment-là, il y en avait un au large des côtes géorgiennes, loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne, près de la ville de Savannah, et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait 1 mort, 400 sans-abri, et 1500 immeubles ont été endommagés ou détruits en seulement 24 heures au mois d'octobre 1947. À la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données, permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. Bien qu'aujourd'hui les scientifiques pensent que les 36 kilos de neige carbonique du projet Cyrus n'ont eu que très peu d'effet sur l'ouragan, l'armée avait eu un avant-goût du pouvoir sur le temps, contrôler un ouragan. Et ce rêve se poursuit dans les laboratoires militaires et les entrepôts du monde entier, où des chercheurs travaillent sans relâche pour trouver un moyen de vaincre les ouragans. L'une des idées les plus originales, bien qu'un peu étrange, est celle d'une petite entreprise appelée Dynomat. Voici son directeur, Peter Cordoni. Je vais vous montrer comment fonctionne le super absorbant qu'on a créé. Ici, j'ai un bol d'eau représentant l'humidité d'un système orageux. Et si vous versez cette poudre dessus, vous voyez que toute l'eau est absorbée immédiatement. Le Dynogel absorbe 2000 fois son propre poids en eau et l'emprisonne dans un gel non toxique. En se solidifiant, la température du liquide chute de 10 à 15 degrés. Ces deux propriétés uniques pourraient absorber l'énergie d'un nuage ou d'un ouragan. Mais que se passe-t-il quand le gel retombe sur Terre? Ici, on a de l'eau de mer, et vous voyez qu'il va se dissoudre et se liquéfier immédiatement à son contact. Pour beaucoup, le produit semble trop beau pour être vrai, et Dynomat s'empresse de faire un test grandeur nature. Le 19 juillet 2001, Dynomat largue 4 tonnes de son polymère dans un nuage d'orage. Et d'après les observateurs présents, le nuage a tout simplement disparu du radar à effet Doppler. Lorsqu'il est déposé dans un nuage, le Dynogel absorbe l'eau et la vapeur d'eau. Une fois rempli d'eau, les gouttes de gel tombent du ciel. La théorie de Dynomat, c'est que le Dynogel peut être directement largué dans le mur de l'œil d'un ouragan. Le gel emprisonnerait la vapeur d'eau de la partie supérieure de l'ouragan et entraînerait sa chute dans l'océan, privant l'orage de l'énergie qu'il puise dans sa machine à condensation. Mais comme l'ensemencement des nuages, l'efficacité de ce gel est impossible à prouver. L'activité des nuages étant trop imprévisible pour en tirer des conclusions. Même si cela fonctionne, les ouragans sont énormes. Les chercheurs de l'administration océanique et atmosphérique ont expliqué que pour contrôler un ouragan de taille moyenne, la quantité de produits nécessaire serait telle qu'il faudrait entre 350 et 400 gros porteurs pour le répandre. Je ne sais même pas si l'armée de l'air possède autant d'avions. En outre, l'utilisation du Dynogel en grande quantité reviendrait extrêmement cher. L'ensemencement d'un seul ouragan pourrait coûter des millions d'euros, rien qu'en matériel. Et que se passerait-il si une telle opération tournait à la catastrophe? Ce ne serait pas la première fois. Dans la nuit du 15 août 1952, l'armée de l'air envoie des planeurs sur Lynmouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre.